Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. La deuxième édition du Festival du film féminin se déroule à l'Institut français Al de la Gombe avec à l'affiche à l'ouverture des films des réalisateurs de la République démocratique du Congo, de Russie et d'Italie. Un détour en vaut la peine. Grand duel entre fauves de l'Afrique centrale le 9 juin prochain à Mons en Belgique. Les Lions indomptables du Cameroun vont affronter les Léopards de RDC en match des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Le public congolais en effervescence. Leaders politiques de diverses tendances, dont celui du Rassemblement congolais pour la démocratie ainsi que des responsables des structures d'organisation du processus électoral seront reçus à leur tour au Palais de la Nation par le chef de l'État. Poursuite des consultations au Palais de la Nation. Le chef de l'État reçoit aujourd'hui la classe politique et les organismes électoraux. D'abord, la délégation de la Commission d'intégrité et médiation. Ensuite, la CENI, la délégation du parti Congo-Pax conduite par Némoa Dantemi, la délégation du groupe parlementaire libéraux démocrates chrétiens conduite par José Makila et enfin le RCD conduit par Azarias Rouberois Maniwa. Hier, le chef de l'État a conféré avec le cardinal Laurent Mosengo Passigna, l'archevêque de Kinshasa, d'autres chefs religieux et des chefs coutumiers. Tous prônent le respect des délais constitutionnels. Guilain Kabalunzi et Fils Matundo. Le rythme était le même en ce deuxième jour de consultation avec les forces vives de la nation. 10h55, le cardinal Laurent Mosengo Passigna franchit le seuil de ce somptueux palais. Direction, le bureau présidentiel. Chaleureuse poignée de main avec le chef de l'État, Joseph Kabila. Et les consultations avec le cardinal ont duré 45 minutes. Au sortir, l'archevêque de Kinshasa a dit encourager la culture du dialogue, mais dans le respect des délais constitutionnels. Le dialogue est bon, à condition que l'on sache exactement ce que l'on veut et que on ne déborde pas sur les délais constitutionnels. Pourquoi, après la Cinco, recevoir l'archevêque de Kinshasa? On reçoit l'archevêque de Kinshasa parce que on est à Kinshasa. Et l'archevêque de Kinshasa a un rôle particulier à jouer dans l'église catholique. Les consultations se sont poursuivies avec la délégation des églises orthodoxes. Ces religieux préconisent la prière comme voie de décrispation de la situation. Message quasi similaire porté par la délégation des églises de Réveil qui en plus fait savoir qu'elle s'inscrit dans le schéma du dialogue. Nous avons encouragé le chef de l'État dans cette démarche parce que nous pensons qu'il est très important en ce moment que les fils de ces pays se mettent autour de la table et discutent, échangent pour qu'on arrive réellement à décanter la situation. De quoi on va discuter et on ne le sait pas encore, le chef de l'État, après ces consultations, va décider la matière, le contenu du dialogue. C'est avec la délégation des églises indépendantes que le tour des religieux a pris fin. Autre et dernière catégorie à être consultée ce mardi par le chef de l'État, ce sont des chefs coutumiers. Cette délégation dit oui à la tenue d'un dialogue politique. Nous lui avons dit que les chefs coutumiers du comité national que nous représentons est disposé à l'accompagner et que le dialogue aboutisse pour l'intérêt de la population. Les grilles du palais présidentiel resteront ouvertes pour accueillir d'autres forces vives de la nation dans l'objectif d'harmoniser les vues pour parvenir à des élections apaisées, crédibles et transparentes. Absolument, toutes les délégations sont d'accord pour la convocation d'un dialogue politique. Seul le cahier de charge reste à harmoniser. Écoutons une fois de plus les délégations reçues par le chef de l'État. Nous n'avons pas parlé que du dialogue, nous avons aussi parlé de ce dont nous avions parlé précédemment, les accords concordataires de notre pays avec le Saint-Siège. Et nous avons aussi parlé de notre radio-télévision qui a été fermée pendant tout un temps. Nous demandons qu'on rouvre cette radio. La position et la contribution de l'Église orthodoxe en ce qui concerne les dialogues, c'est de prier pour les pays
Parce que s'il n'y a pas la paix, nous avons des difficultés pour vivre en tant qu'Église. Toutes nos églises soutiennent ce que nous faisons aujourd'hui, appuyer la démarche du chef de l'État. Et nous prions pour cela, pour que cela aboutisse à des résultats positifs. Donc nous sommes des hommes de paix. L'Église c'est la paix, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est le pardon, c'est la communion. Moi j'encourage les politiciens de dialoguer comme d'habitude et c'est notre comportement de dialoguer. Le dialogue, madame, n'empêche pas de respecter la Constitution. Et en plus, nous les coutumiers, nous sommes habitués à l'arbre à palabre. Nous palabrons depuis toujours, depuis des millénaires. Et alors, nous trouvons toujours une façon d'harmoniser les différends et que peu importe la situation, on va trouver la solution pour aller de l'avant. Propos recueillis par Guylain Kabalounzi. La Commission électorale nationale indépendante a établi hier, lors d'une conférence de presse, un état des lieux sur l'inscription des candidats aux élections provinciales, les résultats de la fiabilisation du fichier électoral et le dossier de l'audit externe de ce dossier. Suivez. Qu'en est-il de l'état des lieux de l'inscription des candidats aux élections provinciales? Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a face à la presse éclairé l'opinion. Des statistiques renseignent 8 877 formulaires distribués, 5 478 dossiers enregistrés. Une tension électorale de 23 candidats pour un siège contre 17 en 2006. Les statistiques du 1er juin démontrent qu'il y a eu un total de 5 468 dossiers, dont 5 039 par les partis politiques, 48 par les regroupements politiques et 391 par les indépendants. Vous conviendrez avec moi qu'il se dégage 3645 dossiers déposés entre la date du 25 et la date du 30, donc pendant 5 jours. Hormis les résultats de la fiabilisation du fichier électoral qui font état de 30 682 559 électeurs, le rapporteur de la centrale électorale a aussi donné des explications au sujet de son audit externe. L'équipe exploratoire conduite par le général Sankaré, qui se trouve être le président du réseau de savoir électoral dans tous les pays francophones, c'est lui qui a conduit l'opération d'audit au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Madagascar, et dernièrement au Togo. Donc, ils étaient déjà ici, ils étaient rentrés, ils ont étudié eux-mêmes l'environnement, ils voient qu'ils demandent, nous sommes allés avec au niveau de l'Assemblée nationale pour demander au président de l'Assemblée de nous faciliter la tâche d'obtention des observateurs qui viendraient des composantes qu'on a citées. Donc, il n'y a pas de problème de moyens. Et concernant le report de l'inscription des candidats conseillers des communes, des chefferies et secteurs, cela se justifie par la non-adoption jusqu'ici du projet de loi portant répartition des sièges par l'Assemblée nationale. Désaccords au sein de la GECAMIN en vue de trouver une issue à ce tiraillement entre la cellule de gestion et les agents. Le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe a réuni autour d'une même table tous les membres de cette entreprise minière qui traverse une période assez sombre. Jean-Jacques Lukumwena. Relancer la production de la GECAMIN, hier poumon économique du pays, cette entreprise traverse actuellement une période de turbulence due au relâchement des agents qui refusent de collaborer avec l'actuel comité de gestion. Voilà ce qui a été au menu de la réunion convoquée ce mardi 2 juin dans la salle de banquet du gouvernorat, par le numéro 1 de la province. Moïse Katumbi a réuni autour d'une table les grands directeurs hiérarchiques, les directeurs départementaux et l'actuel comité de gestion, représenté par Jacques Kaminga. Le ministre provincial des Mines, Odak Sompoy, était convié à cette rencontre. Dans son intervention, le gouverneur de province a dressé un tableau sombre de la GECAMIN, bité à plusieurs difficultés et ne parvenait pas à atteindre la barre de 2000 tonnes de cuivre par mois. Prenant sa casquette du fils du Katanga, le gouverneur a proposé quelques pistes de solutions pour sortir cette entreprise de l'État dans les groupes où elle se trouve. Pour Moïse Katumbi, la première chose à faire pour dynamiser la production de la GECAMIN, c'est bannir le tribalisme et autres antivaleurs qui la gangrènent. Il a prêché l'amour du prochain avec un moral boosté. Tous les cadres de la GECAMIN ont fait la promesse de se remettre au travail pour relancer la GECAMIN en relançant la production de cuivre qui est actuellement à 1200 tonnes le mois. Lubumbashi,
Jean-Jacques Lukumwena, Diwan. Remise à l'INPS hier par le Fonds des Nations Unies pour la population, des dons composés de 5 ambulances, des médicaments, équipements médicaux au ministère de la Santé publique pour 6 divisions de la santé, des actions qui s'inscrivent dans le cadre d'accélération de l'objectif de développement 4 et 5. Le Fonds des Nations Unies pour la population ainsi que des bailleurs des fonds, dont le Japon et le Canada, s'engagent à accompagner le gouvernement dans ses efforts à accélérer les objectifs de développement 4 et 5. Voilà qui justifie la remise ce mardi par l'UNFPA des matériels médicaux, des médicaments et 5 ambulances au ministre de la Santé publique. Un don destiné à 6 divisions provinciales de la santé. Le Fonds des Nations Unies pour la population a le privilège d'octroyer ce don constitué de produits de planification familiale pour répondre aux besoins non satisfaits au niveau du pays et des médicaments essentiels de prise en charge des soins obstétricaux et néonataux d'urgence qui sauvent la vie des femmes et des nouveau-nés d'une valeur de 4 638 782 $ américains des États-Unis. Félix Kabange-Numbi salue ce geste et appelle les bénéficiaires à les utiliser correctement pour sauver des vies. Ce don est un don qui est directement dédié à des structures bien identifiées, c'est-à-dire les divisions provinciales de la santé et certaines structures de santé pour les ambulances et certains programmes. Ces équipements, ces ambulances doivent être utilisées correctement. Et ces ambulances sont là pour transporter les malades, particulièrement les femmes enceintes et les enfants, et non pas pour que ça serve de transport de braise, de transport de poissons ou d'autres histoires pour nos équipes locales. Il faut également noter que l'UNFPA appuie actuellement 63 zones de santé en RDC en produits contraceptifs, médicaments et équipements médicaux, mais aussi la formation des sages-femmes. Santé encore, lutte contre la poliomyélite dans le Kasaï occidental. On annonce la disponibilité du nouveau vaccin injectable pour tous les enfants de 0 à 5 ans dans la province. C'est au cours d'une rencontre avec les membres du PEV que le gouverneur a confirmé la campagne proprement dite pour le 23 juin prochain. Solène Toumba. Bientôt, un nouveau vaccin sera introduit au Kasaï occidental contre la poliomyélite. La nouvelle a été annoncée le mardi au gouverneur de province, Alex Kanemvompa, au cours d'une séance de travail présidée à l'intention de déléguer du programme élargi de vaccination PEV en sigle. D'après le ministre provincial de la Santé, Léandre Kambala Pakafoua, ce nouveau vaccin sera présenté officiellement le 23 juin prochain à la population ouest-kassaïenne, contrairement à celui utilisé jusqu'à ce jour par voie buccale. Le nouveau vaccin sera injectable et efficace, a précisé le ministre. Pour sa part, le chef de l'exil provincial a salué l'introduction du nouveau vaccin et émis le vœu de voir buter hors la province le virus poliomyélite. Autre chose à présent, le chef de division adjoint département Afrique du Fonds monétaire international a conduit hier une mission de consultation à la primature autour de l'article 4, un jargon technique pour une consultation statutaire. Nous avons passé en revue l'évolution de l'activité économique en 2014. Nous avons discuté des perspectives d'avenir pour 2015, 2016 et même à moyen terme. Bon, ce que nous pouvons dire, l'économie s'est bien comportée et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On vous le dit tous les jours qu'il y a la stabilité macroéconomique. Bon, dans nos discussions avec les services techniques, nous avons pu confirmer cela. Maintenant, il est question de voir comment rendre cette croissance dont on parle pour la rendre plus inclusive. Cela ne veut pas dire que la croissance n'est pas inclusive. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans ce sens, mais nous pensons qu'il faut le faire davantage pour que les gens le sentent au quotidien sur les conditions de vie. Parcourons à présent les colonnes des journaux parus ce matin à travers les lignes. Dialogue, Africa News parle de l'effet Mosengo Kamere annoncé au Palais de la Nation. Malgré ses déclarations anti-dialogue, le président de l'UNC a demandé d'être reçu par le chef de l'État dans le cadre des consultations entamées lundi.
Un fin connaisseur du Gotha politique national attribue ce revirement à l'effet Mosengo. Tout le monde est en train de sauter à bord du train du dialogue. Personne de raisonnable ne voudrait rester sur les quais. Pas l'UDPS, en tout cas. Conseiller des communes et des secteurs chefferies, la prospérité annonce qu'à la CENI, l'inscription des candidats est reportée. Raison avancée, l'absence de la loi portant répartition des sièges qui, à ce stade, n'est ni examinée ni adoptée au niveau des deux chambres. Toutefois, la CENI reste dans le délai fixé dans le calendrier global jusqu'au 28 juillet 2015. En sport, Joseph Sepp Blatter a démissionné de son poste de président du comité exécutif de la FIFA depuis hier soir suite à des problèmes de corruption et malversation financière. Il revient ici sur les raisons de sa démission. Ce mandat n'a pas le soutien de l'intégralité du monde du football et j'entends par là des supporters, des joueurs, des clubs, de tous ceux qui vivent, qui respirent et aiment le football autant que nous tous à la FIFA. C'est pourquoi je remettrai mon mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire. Cette décision prendra effet le plus tôt possible, à savoir la date à laquelle un nouveau président pourra être choisi par le congrès de la FIFA pour me succéder. Je continuerai d'exercer mes fonctions en tant que président de la FIFA, normal jusqu'à l'organisation de ces prochaines élections. Comme le prochain congrès ordinaire de la FIFA aura lieu le 13 mai 2016 à Mexico, cet échange ne ferait que retarder inutilement l'entrée en vigueur de ma décision. C'est pourquoi je demanderai au comité exécutif d'organiser le plus tôt possible un congrès extraordinaire pour l'élection de mon successeur. Cette procédure devra être effectuée conformément au statut de la FIFA et suffisamment de temps devrait être accordé aux meilleurs candidats désireux de se présenter pour que ces candidats puissent faire campagne. La démission de Blatter à la tête du comité exécutif de la FIFA a soulevé de vives réactions dans le monde du sport et de football. Constant Marie réagit à cet effet. Ce n'est pas uniquement pour l'Afrique. Il a fait pour le monde entier. Ce qu'il a fait, par exemple, pour la France n'est pas visible parce que la France est une grande fédération qui a ses moyens. Par contre, avec les mêmes moyens qu'il a répartis équitablement à toutes les fédérations, il y a des petites fédérations de la taille de Fidji, les îles Fidji, les îles du Pacifique, qui en ont bénéficié, tout comme chez moi en Afrique. Toujours en sport, la rencontre qui devait opposer les Léopards de la RDC aux étalons de Burkina Faso dans le cadre des préparations pour la CAN 2017 au Gabon a été annulée suite à des formalités administratives non remplies par les Burkinabés. Théobald Binamungu, coordinateur des équipes nationales, confirme le match contre le Cameroun le 9 juin à Mons en Belgique. Culture, pour terminer, ouverture hier de la deuxième édition du Festival du cinéma au féminin 2015 à l'Institut français Al de la Gombe. 2 films ont été projetés. Chibaou, entendez l'infidélité destinée à mourir, tourné et réalisé par des cinéastes congolais, et Des étoiles, réalisé par des cinéastes ouest-africains et italiens. Tous les producteurs, réalisateurs et cinéastes membres du CINEF. Bibish Kingombe. Elles sont jeunes, talentueuses, ces femmes passionnées du cinéma. Elles veulent véhiculer plusieurs messages sur la femme africaine en général et congolaise en particulier. Aussi, le lancement de cette deuxième édition du Festival du cinéma au féminin 2015, CINEF en sigle, est une grande opportunité que Maître Marilyn Yema, marraine de la structure, pense qu'il conviendrait capitaliser pour le développement de l'industrie du cinéma africain. Moi, je les accompagnerai toujours parce que je crois en elles. Elles sont bourrées de talent et je crois que leur travail mérite d'être montré. Elles ne montrent pas seulement leur travail, mais elles offrent aussi au public qui n'a l'opportunité de voir le travail qui est fait à l'extérieur par des cinéastes non seulement féminins, mais même masculins. Mais c'est une initiative des femmes et je crois qu'il est important de soutenir ça. Et moi, je soutiendrai jusqu'au bout. Et ça veut dire que jusqu'à ce que je pourrai. Voilà. L'ambassadeur de France, qui est un grand partenaire de ce projet, a à travers son ambassade estimé que le cinéma féminin est un grand pas pour casser le musellement de la femme. Il y a une association des femmes congolaises cinéastes qui est très dynamique
très entreprenante, qui sait braver les difficultés, ce qui montre une fois encore que la femme congolaise a une grande énergie dans tous les domaines. Et donc elles ont montré l'exemple, elles ont montré le chemin, elles se sont battues, on les a soutenues pour les premières éditions de ce festival. Et je crois que ça en valait la peine parce que ça vaut la peine de mettre justement en exergue ou en lumière, c'est le cas de le dire, l'effort qui est fait par les femmes qui sont passionnées de cinéma. Plusieurs autres actrices cinéastes étrangères sont invitées à prendre part à ces activités, entre autres l'actrice Mata Gabin, venue de la France, et la star nigériane Omotola Jalade. Quant à la coordinatrice de cette structure, le démarrage de cette deuxième édition est un pari gagné. Je fais ouf parce que ça a démarré. Quand ça n'a pas encore démarré, on a peur, on se demande comment ça va se passer. Maintenant, ça a démarré et les gens, il y a eu quand même beaucoup de gens. Et le public était content de voir les deux films. Omotola, c'est une grande dame d'abord. Et c'est toujours bien d'inviter des grandes dames dans le festival parce que ça permet une grande vision. Notons que pour cette deuxième édition qui va du 2 au 6 juin, couvre plusieurs projections de films dans des différents endroits, notamment le Centre Wallonie-Bruxelles, Institut français de la Halle de la Gombe, la place commerciale de l'Imété 7e rue, où le public est convié à la rencontre de réalisatrices et actrices pour des échanges culturels et se procurer les DVD de films féminins. Et les ancêtres aussi en ont mangé. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso et partout dans le monde.